Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 1er janvier 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2022. Voilà, je suis Claude Laferrière, maître Claude Laferrière. Je vais répéter un peu ce que j'ai l'habitude de répéter au début de chacune de mes vidéos. Je suis avocat depuis 1992. J'ai fait des études de philosophie, de baccalauréat, de maîtrise. Je me suis rendu, j'ai fait une scolarité de doctorat à l'Université Laval, donc l'Université de Montréal, ensuite l'Université Laval, tout ça en philosophie. Par la suite, j'ai commencé mes études de droit à l'Université McGill, que j'ai interrompu en raison du premier référendum. J'étais à l'époque membre des forces de réserve du Royal 22e Régiment. Ouais, juste avant le référendum, j'ai joint la force régulière. Et après le référendum, je me suis joint à la société American Motor Jeep comme coordonnateur régional pour la province de Québec. American Motor a été acheté par la Régie Renault. Ensuite, il y a eu une transaction avec Chrysler, et ainsi de suite. Donc, je me suis retrouvé plus ou moins comme pour une courte, enfin. J'ai décidé de finalement joindre la fonction publique fédérale et j'ai travaillé pour le service correctionnel pendant 28 ans. J'ai repris mes études de droit à l'Université de Montréal. J'ai fait créditer mes cours de McGill et j'ai terminé avec un bac et une maîtrise. À la maîtrise, j'ai travaillé avec Maître Yvon Renaud, qui est le père du droit corporatif québécois. J'ai fait mon stage du barreau à la Commission des valeurs mobilières du Québec. C'était à l'époque que le patron était M. Paul Fortugnot. Ça fut une expérience extrêmement intéressante et enrichissante. Par la suite, en 2006-2007, je me suis déplacé à Washington, où j'ai fait une maîtrise en droit international, orientation, sécurité nationale à l'Université de Georgetown. Voilà. J'ai fait du bénévolat aussi de façon importante pour les victimes d'actes criminels, l'AFPAD, avec le sénateur Boisvenu, et pour la revue du barreau de 2010 à 2020. Je fais cette vidéo, bon, je passe rapidement à mon background, là. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'accepte aucune donation, aucune contribution. Voilà. Ça fait partie de la suite de mon cheminement de bénévolat. Donc, voilà. L'objet du vidéo d'aujourd'hui, pour le 1er janvier 2022, est un peu spécial, mais couvre d'une certaine manière la réalité que l'on doit envisager de façon, je vous dirais, froide et très cartésienne, très décidée, cartésienne empirique à la fois, parce que la situation est grave. Cette vidéo va porter sur la guerre thermonucléaire. Et évidemment, la grande question, sont-nous au bord d'une guerre thermonucléaire? Évidemment, pourquoi évoquer cette question? Eh bien, il y a deux théâtres de tension extrême à l'heure actuelle. D'abord en Europe avec l'Ukraine, comme vous le savez tous, et ensuite en Orient avec le dossier de Taïwan, mais aussi le dossier de la mer de Chine qu'on a tendance à laisser de côté. Donc, les relations de la Russie avec les États-Unis, les alliés, ce qu'on va appeler généralement le monde libre, et d'autre part, les relations entre la Chine et les États-Unis et les alliés dans le contexte très précis que je viens tout juste de décrire. Donc, commençons par un bref survol de la question ukrainienne. Bon, on sait que récemment, très récemment, à la demande de Poutine, Joe Biden et Poutine se sont entretenus à deux occasions au sujet du build-up, c'est-à-dire du, comment dire, de la, de la
un build-up. Il n'y a pas d'autre expression que du build-up de troupes, c'est-à-dire de l'amoncellement de troupes et de matériel le long de la frontière ukrainienne dans la province du Donbass, c'est-à-dire la province russophone, une province où on parle le russe, mais qui fait partie du territoire ukrainien. Il y a aussi de façon indirecte la question de la Crimée, mais c'est surtout la province du Donbass, c'est là que l'amoncellement de troupes russes. Et du côté ukrainien aussi, il y a un amoncellement équivalent des forces de l'OTAN et des forces de l'Ukraine. Donc, on se retrouve avec deux forces armées prêtes à se déployer l'une contre l'autre, autrement dit, prêtes à se livrer à une attaque délibérée. Voilà. Dans cette perspective, Poutine a donc demandé une rencontre avec Biden, rencontre qui s'est faite par écran interposé, une rencontre électronique, si vous voulez, par vidéoconférence. Et c'est Poutine qui a fait la demande. C'est important, ça, c'est pas un détail. Et il a fait un compromis de son propre chef sans que Biden le lui demande, à savoir qu'il a retiré 10 000 hommes de troupes de cet amoncellement, de ce regroupement de forces le long de la frontière ukrainienne. Il en a retiré 10 000. Est-ce que c'est un retrait stratégique? Est-ce que c'est un repli pour éventuellement attaquer par les flancs, autrement dit créer une enclave dans laquelle les forces de l'OTAN et les forces ukrainiennes vont s'engouffrer pour se faire écraser pendant que lui déplace une force mobile conventionnelle de 10 000 hommes de troupes? Bon, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il le fait de bonne foi ou de mauvaise foi? Peu importe. Il a pris cette décision. Il a donc initié la conversation avec Biden et il a pris la décision de retirer 10 000 hommes de troupes. Et évidemment, le but de tout ça, c'est de faire en quelque sorte que les États-Unis retirent ou diminuent certaines sanctions contre la Russie et surtout que les Américains ne prennent aucune sanction reliée au fameux gazoduc Nord Stream qui relie la Russie à l'Allemagne et qui vise à fournir du gaz à l'Allemagne. Donc, l'Allemagne serait finalement la grande perdante dans ce conflit potentiel, ce qui a amené Biden au début de son administration à accepter que le gazoduc soit finalement construit et mis en service. Donc, présentement, il est en service et que Biden pourrait prendre une sanction supplémentaire contre la Russie en raison de ce build-up de troupes, de cet amoncellement de troupes prêtes à se déployer en Ukraine. Donc, la situation est extrêmement tendue et à ce jour, du côté américain, je ne vois aucun assouplissement. Voilà. Mais par contre, Poutine semble être beaucoup plus flexible. Il sait très bien que le Nord Stream représente des revenus très importants pour la Russie qui fait l'objet de sanctions de la part des Américains et de la part des Européens. Et évidemment, l'accumulation de troupes le long de la frontière a pour effet, évidemment, autant de forces de l'OTAN que des forces américaines, a pour effet de créer une tension absolument sans précédent. Nous sommes vraiment ici là, au bord du gouffre. Et voilà. Ça, c'est pour la situation en Europe. En Asie, ça va guère mieux avec Xi Jinping qui adopte une posture militaire extrêmement forte par rapport à Taïwan, mais aussi par rapport à la mer de Chine et par rapport à cet immense îlot qu'il a construit au milieu de la mer de Chine. Et on sait que la Chine ne respecte pas la décision arbitrale qui a été rendue contre elle dans son litige avec les Philippines. Donc, les décisions des arbitres internationaux, Xi Jinping, lorsqu'il perd, il n'en a rien à foutre, il impose sa loi par la force. Voilà, donc pour lui, la règle de droit, là, ça ne le concerne pas. Donc,
On se retrouve ici avec un leader chinois qui veut mettre la main sur Taïwan, c'est-à-dire réunifier la province, le territoire de Taïwan comme une province de Chine et établir son hégémonie sur la mer de Chine, un peu plus au sud, ce qui va indisposer les Philippines, bien entendu, mais surtout le Japon, qui est l'ennemi naturel de la Chine, soit dit en passant. Et il ne faut pas oublier que par-dessus tout ça, il existe une alliance militaire entre la Russie, d'une part, et la Chine d'autre part. Il y a donc une alliance militaire, ils ont organisé et participé ensemble à des exercices conjoints, ce qui a bien sûr indisposé les Américains, les forces de l'OTAN et aussi toutes les forces alliées en Asie, ce qui comprend l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Nous sommes donc, je pense, à la limite de ce qui pourrait devenir facilement un conflit mondial qui pourrait dégénérer en guerre nucléaire. Surtout si Biden, qui est un menteur invétéré, choque Poutine ou que Poutine réalise que Biden, passez-moi l'expression, c'est carrément foutu de sa gueule. Ça risque de dégénérer très très vite. Et on sait que le président Biden a un sérieux problème avec tout ce qui touche la vérité des faits. On le voit dans sa gestion intérieure des États-Unis, que ce soit par rapport au mur, la frontière avec le Mexique, le dossier d'immigration, le dossier de la criminalité, le dossier de l'approvisionnement énergétique, le dossier des chaînes d'approvisionnement, et j'en passe, et j'en passe. Sa présidence à l'interne est un échec, et à l'externe, il n'est pas un champion non plus. Robert Gates, l'ancien secrétaire à la Défense sous Obama et Bush, a dit que dans toute sa vie comme sénateur et comme homme politique, Joe Biden n'a jamais pris une bonne décision en matière d'affaires étrangères. C'est pas moi qui le dis, c'est Robert Gates, qui est considéré comme un des grands experts et qui a été conseiller de plusieurs présidents. Ceci étant dit, on va aborder directement la question de la guerre thermonucléaire. Allons-nous, est-ce que ces conflits vont dégénérer en guerre thermonucléaire? Eh bien, voilà, il y a un penseur du nom de Schelling qui a développé cette théorie finalement de l'autodestruction mutuelle à partir de la dissuasion. C'est-à-dire que ce qui est dissuasif dans la perspective des conflits nucléaires, c'est l'auto-annihilation. C'est-à-dire que deux sociétés vont littéralement se détruire au complet, ce qui pourrait amener, dans le cas qui nous concerne, la destruction intégrale de la planète. Est-ce qu'on va aller jusque-là? La question se pose. Et la question s'est posée au fil des décennies à Washington dans différents think tanks. Qu'est-ce qu'un think tank? Ben, c'est un groupe de réflexion, un groupe de recherche, un groupe d'écrivains, souvent des politiciens, des chercheurs, des scientifiques. On est dans un domaine hautement technique, donc des physiciens nucléaires, des physiciens et autres spécialistes. Des think tanks connus, ben, vous avez le Council on Foreign Relations et surtout le Hudson Institute à Washington. En ce qui me concerne, à Georgetown, j'ai eu la chance, le privilège de connaître le professeur Dave Jonas, qui est devenu un ami et que je cite abondamment dans mon traité de droit de la sécurité nationale qui est publié chez Wilson Lafleur. Professeur Dave Jonas a été pendant plus d'une décennie le General Counsel, c'est-à-dire le conseiller juridique principal du National Nuclear Security Administration, NNSA, National Nuclear Security Administration. Donc, tout ce qui touche le domaine nucléaire du côté américain. Il continue d'enseigner à l'université de Georgetown, en passant juste pour rire un peu. C'est un ami Facebook maintenant. Et on communique ensemble régulièrement. Hudson Institute est relié à la RAND Corporation qui est en Californie. La RAND Corporation
c'est plus qu'un think tank, c'est un groupe de recherche, mais aussi une unité d'enseignement, une unité d'enseignement et de support à différents niveaux du complexe militaro-industriel américain. Une organisation extrêmement puissante et qui a des tentacules un peu partout dans la société américaine et dans le monde. Donc, la Rand Corporation et la Hudson Institute. Je vais surtout vous parler de la Hudson Institute à Washington, qui est un groupe finalement beaucoup plus d'intellectuels, de chercheurs et de congressmen, d'hommes politiques américains, dont par exemple John McCain a fait partie, feu John McCain, et Joe Lieberman, qui a pris sa retraite. Il a été pendant des années sénateur indépendant au Congrès. Et surtout, le fondateur de la Hudson Institute, c'est la raison de ma vidéo d'aujourd'hui, le Dr. Herman Kahn, K-A-H-N, Herman, H-E-R-M-A-N, Herman Kahn, qui a publié 2 ouvrages extrêmement importants. Herman Kahn, qui est décédé en 1983, a été le conseiller de plusieurs présidents américains. Et le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est de vous parler de Herman Kahn et de 2 de ses ouvrages. Son ouvrage le plus important, c'est, le voici, On Thermonuclear War. C'est un ouvrage qui a été publié à la maison d'édition Transaction Publisher et qui remonte à, enfin la dernière édition remonte à 2007. Ça a été publié originalement en 1960. Donc, depuis 1960, que cet ouvrage On Thermonuclear War circule. Vous pouvez l'obtenir, le lire directement en anglais. Il est disponible sur PDF. Vous faites On Thermonuclear War et vous allez tomber sur le PDF de ce livre sur lequel je vais revenir dans quelques minutes. C'est son ouvrage principal. C'est un peu, si vous voulez, sa Bible. Herman Kahn était un physicien de formation. C'était pas un avocat, c'était pas un juriste, c'était pas un politicien. C'était un chercheur et il s'est beaucoup intéressé au scénario de guerre nucléaire, à savoir comment ça pourrait se produire et comment ça va se dérouler. C'est-à-dire qu'une fois que la guerre nucléaire est commencée, comment ça va se jouer. C'est un peu cynique, c'est un peu, si vous voulez, un peu cruel de parler de ça un 1er janvier 2022, là. Mais que voulez-vous, la situation n'est pas rose. La situation n'est pas rose non plus au Québec où on a un couvre-feu, un quasi-confinement à cause d'un virus là, un peu mystérieux qui produit peu d'effets mais qui se répand facilement. Là. Enfin, moi j'en perds mon latin, mais je vais revenir là-dessus dans une autre vidéo. L'autre ouvrage important de Herman Kahn, c'est On Escalation. OK? Metaphors and Scenarios. Qui est avec une introduction de Schelling, professeur Schelling, hein, sur la théorie de la dissuasion. C'est très important de comprendre ce qui peut éventuellement se produire. J'espère qu'il doit faire partie de notre réflexion. En ce qui concerne On Escalation, je ne sais pas s'il est disponible sur le PDF Google, mais par ailleurs, vous pouvez le trouver sur Amazon ou sans inquiétude. Là, vous pouvez, si vous voulez, poursuivre la discussion avec des amis, avec vous-même, ou peu importe. Voilà. Donc, Herman Kahn, fondamentalement un physicien, un futurologiste, un spécialiste de la prospective, un peu comme dans Alvin Toffler, avec son choc du futur. Là. Voilà. Un des scénarios intéressants développés par Kahn dans ses ouvrages, et c'est un scénario tout à fait cynique, mais envisagé par nos élites dirigeantes. Quand je parle de nos élites dirigeantes, là, ici, je ne parle pas là, du premier ministre du Québec ou du Canada. Là. Ce sont des petits joueurs. Là. Moi, je parle ici
des pays et des puissances nucléaires. Hein? Je pense aux États-Unis, la Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, Israël. Le club nucléaire, ceux qui disposent d'armes nucléaires et qui pourraient décider de s'en servir pour des raisons économiques, militaires, les deux étant intimement liés. Hein? Question de déplacer des frontières et de mettre la main sur des infrastructures et des populations. Hein, le but de la guerre étant non pas la destruction, mais le contrôle des populations et des territoires, l'acquisition des richesses, réduire des populations à une sorte d'esclavage et s'emparer des infrastructures, et non pas de les détruire comme durant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Mais plutôt, on revient à un modèle, j'en ai parlé dans une autre vidéo, un modèle davantage près de l'Antiquité, ce qui se faisait dans l'Antiquité. Hein. À ce moment-là, les infrastructures étaient en pierre, c'était immense. Hein. On ne pouvait pas détruire ça avec des épées, des boucliers, des lances. Donc, à l'époque d'Alexandre le Grand, à l'époque des Romains, Jules César, etc., César Auguste, ce qu'on voulait finalement, c'est réduire des populations à une forme d'esclavage, s'emparer du territoire, s'emparer des richesses et finalement mettre en place une élite locale de collabos, des gens qui collaborent avec l'empereur, dans le cas de Rome, comme en Judée à l'époque de Jésus-Christ, là, où vous aviez des rabbins, l'élite de la société juive qui collaborait avec l'Empire romain, et vous aviez des terroristes qui voulaient séparer la Judée de l'Empire romain. Et vous avez eu évidemment toute l'histoire de Jésus à travers tout ça, la naissance du christianisme. Donc, c'est toujours le même topo d'une guerre. Par contre, la guerre nucléaire, elle vient tout détruire. C'est la raison pour laquelle on s'est beaucoup interrogé à savoir est-ce que finalement on ne doit pas s'en tenir à un mode de guerre plus conventionnel plutôt que de recourir à la guerre nucléaire. Et c'est là que les scénarios élaborés par Herman Kahn deviennent à la fois troublants et très dérangeants. Et je vous explique un de ces scénarios. En fait, ce que Herman Kahn nous propose, c'est que voici comment ça pourrait se produire. D'abord, il y aurait une première frappe nucléaire, on va dire des États-Unis contre la Russie ou de la Russie contre les États-Unis. Et là, il y aurait possiblement une ville. Donc, ce serait une frappe. Attendez un instant, ici j'avais pris une note. Ce serait une frappe limitée qui aurait pour effet de détruire un territoire, en fait de contaminer une certaine circonférence de territoire, donc qui pourrait couvrir l'entièreté d'une ville. Donc on parle possiblement d'un décès de 500 000 à 1 million de personnes. Bon, OK. On prend un exemple de la ville de Denver, par exemple, aux États-Unis. Les Russes attaquent et détruisent la ville de Denver. En réponse, les Américains détruisent la ville de Perm, P-E-R-M, en Russie, qui a 1 million d'habitants. Ça, c'est la première attaque. Donc, on ne parle pas ici de s'envoyer toute la friture nucléaire dans le visage. C'est pas de ça dont on parle. On parle d'attaques nucléaires ciblées et limitées, mais avec des dommages importants au chapitre, par exemple, de la population et des infrastructures. Donc, destruction complète d'une ville. Un peu comme en 1945 avec Hiroshima et Nagasaki. Donc, on procéderait à peu près de la même façon. Ce sont les scénarios qui ont été discutés par les élites militaires, enfin, le plus haut niveau de l'exécutif américain. Bon. Ensuite, il pourrait y avoir une période, après cette première attaque, une première période de, si vous voulez, de négociation. Évidemment, durant cette période de négociation, il faut comprendre qu'en Russie et en Chine, si c'était la Chine, il n'y aurait pas de troubles civils. Pourquoi il n'y aurait pas de troubles civils? Pour la simple et bonne raison que ce sont des dictatures, n'est-ce pas? La Chine et la Russie ont la peine de mort, il n'y a pas d'opposition,
Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de groupe de pression, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de ligne de pitage. Donc, c'est un régime autoritaire avec la peine de mort. Donc, en Russie et en Chine, il ne se passerait rien après une première attaque. Il y aurait des gens pas contents, il y aurait des gens qui auraient perdu des membres de leur famille, mais les gens seraient terrifiés par l'idée de finir leur vie dans un goulag ou un camp de rééducation chinois pour finalement peut-être être exécutés comme traîtres à la nation. Parce que vous savez, dans ces régimes autoritaires comme en Chine et en Russie, on voit des traîtres partout. Hein? Et les procès sont très courts. Et quand la police dit que vous êtes coupable, bien, vous allez devant le juge, bien vous êtes coupable, c'est tout. Bon, ça se règle très vite. C'est pas comme ici, là. C'est un autre monde, là, OK? Donc, mais ici, les conséquences aux États-Unis seraient terribles. Les États-Unis seraient au bord de la guerre civile, sinon en pleine guerre civile. Ensuite, il y aurait possiblement, d'après les scénarios de Herman Kahn, une deuxième attaque. Et là, on détruirait une ville encore plus grande, de part et d'autre, de deux côtés. OK, on parle peut-être d'une ville de 2 millions, 3 millions d'habitants. Du côté des... après l'attaque, du côté des Russes comme du côté des Chinois, eh bien, pour la population, c'est silence de mort. Hein, on craint le régime, c'est la peur totale, c'est la dictature. Donc, mais du côté américain, eh bien là, ça éclate. Ça éclate. Là, on est en pleine guerre civile, ça va très mal. Est-ce qu'il va y avoir une troisième attaque nucléaire? Eh bien, ça, c'est mon hypothèse à moi. C'est pas l'hypothèse de Kahn. Mon hypothèse à moi, c'est là que les forces conventionnelles vont entrer en jeu. Et là, on peut parler peut-être d'une possible invasion chinoise ou russe du territoire américain. Parce que les Américains vont avoir complètement perdu le contrôle de leur société. On le sait à l'heure actuelle, les États-Unis sont extrêmement polarisés, la population est armée. Deuxième amendement, Second Amendment. Et c'est une société dont le gouvernail est tenu par un président extrêmement faible et perturbé. Donc, voilà, le scénario n'est pas très jojo, ce qui veut dire que dans un avenir plus ou moins rapproché, on pourrait devoir apprendre soit le russe, soit le mandarin ou le cantonais, là, parce que dans les scénarios de guerre nucléaire limitée, la stabilité sociale, ça je l'ai dit à l'occasion de ma vidéo sur la Chine, la stabilité sociale est une norme constitutionnelle. C'est-à-dire que le gouvernement chinois, c'est aussi vrai pour le gouvernement russe, soit dit en passant, hein, ce que Poutine fait avec l'opposition, là, c'est pas très joli, là. Hein? Évidemment, là, je parle pas, évidemment, de ces personnes qui meurent mystérieusement d'un cancer après avoir été injectées ou à qui on a injecté du plutonium. C'est pas de ça dont je parle, là, mais enfin, tout ça pour vous dire qu'en Chine comme en Russie, il n'y a pas d'opposition et le critère de stabilité sociale qui est une norme constitutionnelle en Chine. En Russie, ça ne l'est pas, mais c'est de manière informelle. Poutine se sert de la notion de porter atteinte à l'image de la Russie. Ça fait plusieurs fois qu'il fait ça. Là. Ça porte atteinte à l'image, à la réputation de la Russie chaque fois qu'il y a de l'opposition à son petit pouvoir personnel, parce qu'on sait qu'il passe de président à premier ministre à président. Voilà. Donc, les dictatures s'en tireraient passablement mieux que les démocraties qui sont souvent au bord de l'éclatement. Voilà. Donc, je parle ici dans un contexte d'instabilité sociale d'une possible invasion du territoire par la Chine ou la Russie. Voilà. Ce qui m'amène à vous dire, évidemment, le but évidemment, de cette invasion, c'est de réduire la population à l'esclavage, de prendre le contrôle de l'économie et de mettre la main sur les infrastructures, plutôt que de tout détruire. Donc, lorsqu'on parle d'attaques nucléaires ciblées et limitées, le but, c'est de préparer une invasion conventionnelle et non pas de tout détruire. Hein. Souvent, lorsqu'on parle de guerre nucléaire, on parle de l'apocalypse,
la fin des temps, la planète va éclater, etc., etc. Bon, il y a toutes sortes de scénarios d'Armageddon, là, hein, qui sont absolument terrifiants, qui nous rappellent l'Apocalypse de Saint Jean. Et enfin, mais il ne semble pas qu'on aille jusque-là. Je pense que ça va être beaucoup plus cynique, beaucoup plus calculé, psychopathique, simplement pour permettre à une élite d'oligarques d'étendre leur pouvoir. Et on sait très bien que, et là je vais dire 2 mots de la pandémie actuelle, parce que la pandémie actuelle, les mesures sanitaires qu'on nous impose, là je ne parle pas ici du masque, là, ce qui est rien, là, mais la crise provoquée par les vaccins, qui sont plus ou moins efficaces, il faut le reconnaître. Là, on est rendu avec une 3e dose, 4e dose, 5e dose. Et toute cette idéologie, cette pensée autour du confinement, du masque, du vaccin, de la distanciation, etc. En fait, tout l'ensemble des mesures sanitaires, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est le préambule d'une préparation pour la population civile à une guerre nucléaire? Moi, je la pose la question. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on veut arriver finalement à le fameux masque de procédure, finalement, qui est une préparation pour le masque à gaz? Ou encore, est-ce que le confinement, c'est finalement cette idée de l'aller dans son sous-sol, dans les coins de la maison, en cas d'attaque nucléaire? Tout ça augure pas de façon très intéressante, d'autant plus que nos oligarques continuent d'entretenir des relations très étroites avec la Chine. Avec la Russie, le problème ne se pose pas, mais avec la Chine, le problème se pose. Parce que vraiment, il y a comme comment dire, des oligarchies, nos oligarques locaux, les oligarques nord-américains, et la nouvelle classe d'oligarques chinois entretiennent des relations de grande proximité. C'est la raison pour laquelle dans tous les pays à l'heure actuelle où il y a des oligarques locaux ont investi des sommes importantes en Chine, on se retrouve avec des mesures sanitaires extrêmes, ce qui fait tout à fait l'affaire de la Chine, parce que ça a pour effet de démoraliser la population et de détruire une partie de l'économie, ce qui est le rêve finalement de toute puissance qui se prépare à une conquête militaire, hein, détruire le moral, changer les règles du jeu économique, sociopolitique à l'intérieur de la puissance que l'on veut attaquer. C'est exactement ce que les mesures sanitaires font, en passant. On peut dire que la démoralisation de la population, l'inflation, l'augmentation du coût de pétrole, l'augmentation du coût de la vie, de toutes les commodités, la dette de l'État, l'imposition d'une doctrine d'État, la censure, la ségrégation et possiblement le retour de la peine de mort ou de mesures autoritaires extrêmes. On sent vraiment que c'est ça qui s'en vient ici et qu'on est en préparation et qu'on ne peut pas séparer, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, on ne peut pas séparer notre situation locale ici de l'ensemble du portrait géopolitique. Il faut conserver une vision globale, panoramique, et être capable de comprendre les relations de cause à effet entre les événements qui surviennent à l'étranger et ce qui se produit ici depuis 2 ans à propos de cette histoire de virus. Il faut comprendre que ces mesures sanitaires ont un impact majeur et contribuent à l'émergence d'une doctrine d'État. Hein, on le voit très bien, il n'y a plus d'opposition. Ici, dans le cas du Québec et du Canada, c'est une farce. Là. Il n'y a plus d'opposition, censure, ségrégation contre certains groupes, les non-vaccinés, les croyants, etc. Et possiblement d'autres mesures, sans compter tout l'aspect évidemment économique, comme j'ai mentionné, la dette de l'État qui va devenir tout à fait incompressible et avec laquelle on va devoir juguler
Et on n'a pas fini là, avec la hausse des prix, l'inflation. J'ai pas fini de le répéter, ça, parce que le gouvernement, malheureusement, parle du virus, du virus, du virus, mais nos gouvernements locaux ne parlent pas beaucoup de l'inflation et de l'impact sur le coût de la vie, qui est absolument catastrophique depuis 2 ans. De là à conclure que la Troisième Guerre mondiale est commencée, eh bien, il y a un pas que certains ne veulent pas franchir, mais que moi j'ai franchi, parce qu'en ce qui me concerne, c'est très clair. En situation de guerre, la censure, la ségrégation contre certains groupes, émergence d'une doctrine de l'État, une campagne de démoralisation menée par l'ennemi. Le virus, là, il est chinois, OK, là? C'est pas un virus, là, anonyme, là. Le virus du Parti communiste, là, c'est ça, là. OK? Mais nos oligarques sont allés foutre leur argent là-bas, là. C'est ça le problème. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire comme en Suède, en Pologne ou dans d'autres pays où il y a beaucoup moins de mesures sanitaires, ou comme en Floride, au Texas. Nos oligarques sont allés mettre leur économie là-bas, leur investissement là-bas. Ils doivent donc répondre à ce que je dirais, leur conseil leur dit de faire par rapport à ce qui se passe ici. Et nous sommes assiégés présentement. C'est très clair. Un couvre-feu, confinement partiel, port du masque, etc., etc. Nous sommes loin de la vie normale. Malgré tout ça, ce que je voulais vous offrir aujourd'hui essentiellement, c'était une vision globale, panoramique, peut-être un peu pessimiste, mais que voulez-vous, c'est la triste réalité. Nos dirigeants prennent des décisions qui nous font mal. Et les solutions qu'ils nous proposent sont plus ou moins efficaces, n'est-ce pas? Vous avez pu le constater, double dose, 30% d'efficacité pour le vaccin, troisième dose, 75%, qui va durer pendant combien de temps? Quelques mois pour finalement arriver à une quatrième dose, et ainsi de suite. Voilà. Il aurait fallu cibler les remèdes, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente. All hands, both hands on the deck. Avoir toutes les options, y compris les remèdes, et faire confiance aux médecins dans la gestion de la médication des remèdes. Et non pas mettre tous ses œufs dans le même panier avec cette histoire de vaccin, parce que ça va faire une épouvantable omelette. Voilà. Et dans ma vidéo sur la gestion de crise, je le mentionne. Ceci dit, encore une fois, bonne et heureuse année à toutes et à tous, et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bonne journée.